Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici pour ce webinaire organisé par les élèves de l'EN3S, de la 62e promotion. Le but de ce webinaire, ça va être de faire un petit retour sur le concours blanc qui s'est passé il y a quelques semaines et de vous donner les derniers conseils méthodologiques pour l'épreuve du concours qui s'annonce, qui arrive bientôt. Donc, contrairement au dernier webinaire, on a un public, des participants tout à fait renouvelés. Et donc, je vais les laisser se présenter en commençant à ma gauche. Élodie, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Mais bien sûr, Antonin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Élodie Mélière. Je suis élève issue du concours interne. J'ai passé toute ma carrière professionnelle dans le secteur médico-social et les 9 dernières années dans un organisme de sécurité sociale qui n'est pas forcément le plus connu. Je viens du GECAM, où cela fait 9 ans que je suis directrice d'établissements et services médico-sociaux en Bourgogne. Merci. Khalida, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Khalida Fritis. Donc, je suis issue du 3e concours, donc qui est destiné aux personnes ayant une expérience professionnelle hors sécurité sociale. Et donc, avant d'intégrer l'école, j'étais donc juriste à la Cour d'appel de Lyon. Et donc, j'ai un profil très juridique. Voilà. Mais ce qui ne m'a pas empêché de pouvoir intégrer cette école par cette voie d'accès. Voilà. Merci, Khalida. Gwenaëlle, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors Gwenaëlle Abdallah, donc pareil, je viens du concours interne. Donc moi, j'ai été responsable écoute client bénéficiaire et médiatrice administrative pour l'ensemble des branches à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Donc voilà, après j'ai eu d'autres fonctions avant, puisque je suis rentrée en tant que technicienne avant d'évoluer sur des fonctions de manager. Voilà. Merci, Gwenaëlle. Et enfin, Lisa. Bonjour à tous, donc moi c'est Lisa Signé-Bassin-Barthélemy, je suis élève externe donc à l'EN3S, j'ai eu une formation plutôt universitaire et tournée sur la santé publique. Très bien, mais je te remercie. Et moi, je m'appelle Antonin Martel, je suis issu du concours externe et je suis du coup à l'EN3S, comme vous vous en doutez. On va commencer par un rapide retour sur le concours blanc qu'il y a eu il y a quelques semaines. On va fonctionner par matière pour vous donner un peu les impressions qu'on a eues et par rapport à ces matières, vous donner des derniers conseils. J'ajoute que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire dans le chat. On y répondra au fur et à mesure ou en fin de webinaire selon les types de questions que c'est. On va commencer avec la matière phare un petit peu, la protection sociale. Donc Lisa, je crois que c'est toi qui t'es occupée de gérer ça pour le concours blanc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les impressions que tu as eues et comment ça s'est passé? Oui, alors au niveau de la protection sociale, on a eu en général des copies bonnes dans l'ensemble. Et on dira donc que c'est au niveau de la méthodologie, déjà, c'était globalement acquis. Donc, on ne va pas faire forcément un retour sur la méthodologie, mais plutôt sur la formulation des problématiques et des titres. Il est important de les travailler afin que ce soit vraiment pertinent quand on vient travailler le sujet. Le sujet portait donc sur la protection sociale et la prévention. C'était un sujet un peu piège, puisque protection sociale, c'est vraiment quelque chose, un ensemble. Il ne s'agit pas uniquement de l'assurance maladie. Donc, on a retrouvé énormément de copies qui mentionnaient uniquement l'assurance maladie. Mais par exemple, il ne faut pas oublier notamment les CARSAT qui ont un rôle de santé au travail, dans la santé au travail et de prévention dans la santé au travail. Donc voilà, ne pas rester uniquement focalisé sur l'assurance maladie quand on aborde le thème prévention. J'ajoute à ça que pour beaucoup de matières et beaucoup de copies, la définition des termes, c'est vraiment fondamental et qu'en faisant un contresens sécurité sociale, assurance maladie, protection sociale, on peut perdre beaucoup d'aspects du sujet. Donc c'est dommage que ça peut vous être pénalisé, ça sera pénalisé le jour du concours. Après, je ne sais pas si vous aviez eu des petits conseils à donner pour l'épreuve de protection sociale. Si, je pense aussi que dans la protection sociale, à partir du moment où on a un sujet protection sociale, c'est important de ne pas oublier d'élargir à l'ensemble des champs des organismes de sécurité sociale, mais également tout le reste qui est englobé par cette institution, que ce soit Pôle emploi, que ce soit le chômage, la formation, enfin toutes ces choses-là. C'est important de pouvoir, dans une copie, je pense, montrer qu'on a une connaissance assez large du sujet pour avoir des exemples sur plusieurs thématiques.
Moi, je peux rajouter également l'importance de faire, d'introduire dans les copies des exemples très concrets de ce que les politiques publiques sont au niveau des territoires. Ça permet, en tout cas, dans le grand 2, de pouvoir mettre des exemples très précis et des choses également qu'on peut trouver dans les rapports de la Cour des comptes. C'est très important de les lire et de les retenir, en tout cas pour le grand 2, pouvoir donner de la matière à la copie. Ouais, ça permet de se distinguer un petit peu, de faire un peu plus d'opérationnel, de sortir un peu de l'aspect théorique qui peut parfois être reproché à certains candidats. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour l'épreuve de protection sociale? Non, enfin, mais oui, pour réinsister sur l'importance des rapports de IGAS et Cour des comptes. Voilà, en plus, il y a des synthèses qui sont proposées pour chacun d'eux, et donc ça peut éviter d'avoir beaucoup de pages à bosser, mais voilà, d'en connaître quelques-uns, enfin les plus importants, qui en général en plus balayent un spectre assez large de la protection sociale et ou de la sécurité sociale, c'est plutôt intéressant. Ne serait-ce que même pareil en titre, par rapport aux titres ou la façon dont ils sont faits, voilà, c'est hyper formateur. Et, les titres aussi, ça aide dans les rapports, notamment pour la matière de la note de synthèse. Tout à fait. Je vois une question passée de MB. Pouvez-vous nous donner un type de plan préconisé, merci, pour la protection sociale? Je dirais que ça suit souvent le plan type, donc état des lieux. Donc l'état des lieux, les propositions les faits d'actualité, avec les propositions qui ont souvent été amenées. Ensuite, dans la deuxième partie, donc les limites de ces propositions, et donc en B, seconde partie B, des propositions. De manière générale, oui, c'est des plans assez classiques, hein, mais ce sera vraiment votre analyse du sujet, le fait de cerner un ensemble de problématiques qui peut se cacher derrière, qui sera vraiment évalué, mis en avant. Le plan protection sociale, moi, j'avais pas de souvenir d'une exigence particulière. Dans le plan que tu as donné marche quasiment à tous les coups. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle le plan, enfin, ce que moi j'appelle le plan de crêpe, mais c'est complètement ça, où on parle d'état des lieux, ce qui a été mis en place, et justement ce qui va et ce qui ne va pas sur le sujet, et ce qui reste à faire en fait. C'est complètement ça. Donc ça fait un peu état des lieux, problème, solution. Ça permet de brasser l'ensemble du sujet, donc de ne pas passer à côté de choses. Et d'avoir les deux parties et deux sous-parties. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la note de synthèse, qui est aussi une épreuve partagée par tous les candidats. Lisa, c'est toi aussi Lisa Gonel, c'est vous qui l'en êtes occupée, c'est ça? Non. C'était que Lisa, pardon. C'était pour la note de synthèse, ça rejoint un peu les mêmes observations que l'étude de cas. Donc, ça portait beaucoup sur la méthodologie. La note de synthèse, c'est important de maîtriser la méthodologie parce que c'est une bonne partie de la note. En général, quand on maîtrise la méthodologie, ça vient tout seul. Je dirais qu'il faudrait mieux se mettre dans la peau, en fait, dans le rôle en fait, qu'on nous donne dans la consigne. Donc, bien lire la consigne, s'approprier la consigne et se positionner dans un rôle et prendre de la hauteur vis-à-vis du sujet. On retrouvait énormément ça aussi en études de cas, mais tu en parleras tout à l'heure, Gwenaëlle. Oui. Et c'est en fait, il faut faire attention au jugement de valeur. Donc, vraiment avoir cette position neutre et puis travailler les titres et les problématiques. Ça, on le retrouve aussi, donc on l'a retrouvé aussi en protection sociale. C'est important vraiment de travailler les titres de vos parties, que ce soit pertinent et percutant, et aussi la problématique qui est souvent donnée en note de synthèse. Donc, ne pas trop s'éparpiller, mais vraiment se concentrer en fait sur la consigne et partir de là pour vraiment donner une bonne problématique. C'est d'autant plus important parce que si on calibre mal la problématique, si je puis dire, on risque de paraphraser, en fait, de faire de la paraphrase des documents que l'on a, et c'est pas non plus l'attente qui en est faite. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que la note de synthèse, du coup, c'est pas un résumé. Enfin, il faut pouvoir bien qualifier les éléments. Et puis, l'importance, comme tu disais, Lisa, des titres qui doivent être très précis
Faut faire très attention parce qu'un bon plan va permettre d'avoir une bonne copie. Très souvent, c'est la première chose que les correcteurs vont regarder et lire, l'introduction et le plan. Donc, faut vraiment bien prendre le temps de bien travailler ces deux éléments-là. Et je rajouterais également, pour ce qui est de la note de synthèse, c'est un exercice qu'on retrouve dans de nombreux concours et qui s'appuie essentiellement sur la méthodologie. Il est très important de prendre le temps de lire et d'analyser la liste des documents qu'on a tout de suite en première page. Il y a souvent un document un peu socle, un peu phare, qui peut permettre un peu de résumer l'idée générale du dossier que vous aurez à synthétiser. Donc, il est vraiment important de pouvoir bien prendre le temps de lire, de feuilleter, de s'imprégner un petit peu de ces documents avant de commencer à en faire la synthèse. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a pas mal, enfin souvent des documents parasites dedans, hein, comme par exemple des articles de journaux ou autres, alors certes qui peuvent apporter peut-être des éléments de compréhension ou autre, mais qui d'un autre côté vont être dans le jugement ou dans un parti pris, et c'est pas forcément sur ces documents-là qu'il faudra s'appuyer. Donc on va très souvent retrouver justement des rapports, des extraits de rapports de Cour des comptes ou autre dans les notes de synthèse, mais enfin, il faut capitaliser vraiment là-dessus. Voilà, c'est important de prioriser les documents, tout à fait. Complètement. Et à l'inverse, il faut se méfier des brochures de syndicats. Moi, je sais qu'un concours blanc, je m'étais fait avoir. J'avais trouvé ça super clair et c'était un truc de syndicat. J'avais pas fait attention et du coup, ça n'avait pas su convaincre le jury, on va dire. Donc, attention aux choses qui peuvent paraître trop simples, des discours soit de journalistes, soit de syndicats qui peuvent un peu vous induire en erreur et vous pousser à ne pas répondre aux exigences de l'épreuve. Je pense que c'est important de ne pas s'attarder forcément sur ces documents-là pendant la phase de lecture et de prise de connaissance du dossier. Il y a plusieurs méthodes pour le brouillon. Moi, je sais que j'aimais bien diviser mes feuilles en 4. Je faisais le même plan, hein, genre état des lieux, ce qui avait été fait, les limites et les propositions. Et je lisais tous les documents avec cette grille de lecture et je remplissais au fur et à mesure mes brouillons. Mais il y a plein de méthodes différentes pour faire vos notes de synthèse. Ce qui est important, c'est de prendre une méthode qui marche pour vous, parce que la seule personne qui importe, c'est vous. Et si ça commence à marcher, bah, vous y allez et vous faites ça le jour du concours et ça marche. Ouais, de son importance de s'entraîner aussi, parce que le jour du concours, le temps passe très vite. De bien s'entraîner, de bien calibrer son temps à chaque étape de la note du travail, en gros, préalable de la rédaction de la note de synthèse. Donc, vraiment s'entraîner. Enfin, après, ça vaut pour toutes les matières, hein, de toute façon. C'est très important de pouvoir s'entraîner au préalable du concours. Oui, et puis du coup de bien, mais ça c'est enfin, chacun le gère comme il le souhaite, mais en tout cas de bien calibrer le temps et de se donner, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais tant de minutes ou tant d'heures pour la lecture des documents, pour le plan, etc. Ça c'est extrêmement important d'avoir des points de repère pour pouvoir gérer son temps correctement le jour J. Donc c'est intéressant au final de pouvoir aussi, quand il y a les concours blancs, de s'entraîner dans le temps En temps réel. Voilà, c'est ça. Complètement. Et plus personne n'a de choses à rajouter, on va passer à la culture G. Donc moi, j'ai corrigé quelques copies de culture G. Plusieurs choses à faire remonter. Dans l'ensemble, la méthodologie était assez bien respectée. On voyait bien les introductions, les plans. Parfois, les titres manquaient de qualifiants, donc c'est-à-dire de mettre des titres assez précis qui donnent les informations de ce qu'on va retrouver dans les parties. Ça, on a insisté tout à l'heure en protection sociale, mais on réinsiste dessus vraiment pour vos titres. Il faut vraiment qu'ils soient qualifiants. On a mis une méthodologie en ligne sur la chaîne YouTube de l'EN3S par ses élèves. Vous avez une vidéo par épreuve avec une fiche méthodologique sous les vidéos pour vous aider. Et vraiment, on insiste, les titres sont très importants. Pour la culture générale, j'ajouterais aussi que j'ai été assez surpris de ne pas trouver beaucoup de références dans les copies. Alors, quand on parle de références, tout de suite, on a peur, on pense qu'il faut citer Platon, les philosophes grecs, les romantiques allemands, le courant néo-réaliste russe, mais pas du tout, hein. Vous pouvez citer des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus terre à terre. Moi, j'avais cité Booba à l'INSP. Donc vraiment, vous pouvez citer des choses tout à fait abordables. Et vraiment, ça va donner du contenu à votre propos. Ça va aider le correcteur à mieux apprécier ce que vous dites. Donc n'ayez vraiment pas peur d'utiliser des références même qui peuvent vous sembler moins légitimes. Vraiment, n'hésitez pas. Bon, bien sûr, c'est mieux de citer Aristote que Booba, hein, mais à défaut, Booba vaut mieux que rien.
Je ne sais pas si vous avez des conseils pour les produits Non, mais culture. ceci dit, après, il faut quand même savoir peut-être doser, mais me citer de Booba, ça peut aussi, mais non, mais sortir du lot, et enfin, voilà, avoir une copie un peu atypique. Je trouve ça assez intéressant. Oui, après, il ne faut pas hésiter à apporter sa petite touche tant que c'est bien dosé. Effectivement, ça peut que apporter du bonus et de la qualité à la copie. L'idée, de toute façon, c'est de se démarquer de l'ensemble du groupe copie. Donc, C'est ça. Et aussi ne pas hésiter à prendre son temps dans l'introduction en culture G. C'est vraiment une matière où l'introduction est encore plus importante que dans les autres matières. Vraiment, la problématisation du sujet. Il faut vraiment aller au fond, interroger chaque terme, le faire se confronter aux autres termes du sujet et essayer de relever les tensions. Vous n'allez pas avoir de réponse pour le sujet, mais vraiment, vous allez voir des contradictions qui apparaissent et c'est ces contradictions-là qu'il faut vraiment soulever dans l'introduction. Et comme ça, le correcteur, quand il dit votre introduction, il fait « Ok, bon, bah, celui-là, il a compris les enjeux du sujet. Je sais que la note qu'il aura, ce sera dans la moyenne haute. Et à partir de là, vous avez, je vais pas dire gagné, mais vous êtes sur la bonne voie pour le concours. » C'est vrai que ça vaut pour toutes les matières, effectivement. L'introduction, c'est ce qu'on voit en premier. Vraiment, c'est le premier aperçu de la copie, c'est l'introduction. Donc vraiment, prendre le temps de travailler l'introduction, c'est important. Moi, je me souviens qu'en préparation, je rédigeais des introductions sur des sujets qu'on avait déjà traités en prépa ou alors dans des corrigés pour me réentraîner à bien cerner l'ensemble du sujet, problématiser et faire une partie la plus fluide possible. Ne peut qu'aller dans ce sens, mais notamment aussi pour la protection sociale, où il y a l'intro qui est mais la base de la base et qu'il ne faut surtout pas négliger, mais également la conclusion. Et le correcteur, juste en lisant votre intro et votre conclusion, il va savoir déjà la note qu'il vous donnera, parce qu'on verra si le sujet a bien été cerné. On voit l'annonce du plan dedans, et dans la conclusion, on voit l'ouverture et les propositions qui peuvent être faites, donc c'est bingo. Et il faut vraiment, notamment la conclusion, il ne faut pas la faire au dernier moment à l'arrache et être pris par le temps. C'est pas. En général, il faut faire les deux en même temps, l'introduction et la conclusion. Tout à fait. Pour que ça ait plus de cohérence et pas oublier l'ouverture dans la conclusion pour la PS. Et la conclusion doit répondre à la problématique de l'introduction. Donc, ça doit être vraiment lié. Et ça ne doit pas être un résumé. Enfin, je ne sais pas pour la culture G, mais en tout cas, en PS, la conclusion ne doit pas être un résumé de la copie. Culture G, la conclusion n'apporte rien, mais elle est indispensable. C'est ce qu'on me disait en prépa. On répète ce qu'on a dit dans le sujet et on conclut avec, si possible, une magnifique citation d'ouverture ou à défaut, un ton, ce qui marche très bien. Et voilà, c'est pas vraiment le moment de mettre une ouverture en culture G, c'est bien de s'arrêter à la conclusion, montrer que le sujet est traité. On va passer ensuite à l'économie. On n'a pas eu beaucoup de copies d'économie. Je vais quand même faire un petit retour sur l'économie, en plus des vidéos qui ont été publiées. Ce qui est le piège dans une copie d'économie, c'est de se perdre parce que ça peut être très, très vaste et de ne pas se concentrer sur le terme non économique du sujet. Quand vous avez un sujet qui a un terme non économique dessus, c'est vraiment sur celui-ci que le correcteur vous attendra, parce que c'est en définissant ce terme non économique que le correcteur va voir si vous avez cerné l'ensemble du sujet et cerné les problématiques que le sujet soulève. Donc encore une fois, toujours pas de secret, définissez les termes du sujet, essayez de mettre le mot dans différentes situations pour mieux voir le contexte, pour mieux appréhender toutes les significations qu'il peut avoir. Sinon, pas d'observation particulière pour l'économie. Je crois que je suis le seul à avoir pris l'épreuve. Pour le droit, c'est pareil, il n'y a pas eu beaucoup de copies. Personne n'a corrigé de copie de droit. Non. Donc, les commentaires, ils ont été mis au propre dans la vidéo de méthodologie. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. Je vois une question de Justine. Est-ce que les propositions sont obligatoires en économie? De manière générale, toutes les copies nécessitent des propositions, notamment en économie. Ce qui est toujours apprécié par les correcteurs, ce sont des propositions faites par des institutions soit internationales, soit la DG Trésor. Les petits billets de la DG Trésor sont très utiles pour préparer vos propositions. Vous avez aussi tout ce qui est fait au niveau de la Banque Centrale Européenne et les institutions, le FMI, qui peuvent être utiles. Et oui, votre 2B en économie doit contenir des propositions.
Ou si vous n'avez pas de proposition précise, au moins des axes dans lesquels orienter le décideur. Je ne sais pas si ça vous semble, personne n'a pris. Ça nous semble très pertinent. Merci, je vous remercie de votre question. Et qu'est-ce qu'il y a? Inès, la note, l'étude de cas. L'étude de cas. Ouais, alors l'étude de cas, les notes étaient assez correctes. Il y a juste quelques points. En fait, il faut prendre suffisamment de recul sur la copie. Il ne faut pas foncer tête baissée. Il y a également quelques jugements de valeur. Il faut faire attention dans la rédaction. Il faut bien rester professionnel et neutre dans la rédaction de la copie. Ça manquait parfois de précision, notamment dans la partie de diagnostic. Lorsqu'on prend un élément, bien préciser pourquoi est-ce qu'on l'utilise, pourquoi est-ce qu'il est pertinent de l'utiliser dans la copie. Et puis dans la construction du plan, il faut bien faire un plan, surtout dans la partie diagnostic, un plan étape par étape et un plan qui respecte la commande. Faut pas chercher très loin. À partir du moment où on respecte la commande, on a répondu à ce qui est demandé et donc on ne fait pas de hors-sujet et on ne rajoute pas, en tout cas, d'éléments qui ne sont pas attendus dans la copie. Voilà ce qu'on a pu noter. D'accord. Et résultant du 3e concours, juste une petite précision. On sait que le 3e concours est destiné aux personnes qui ont de l'expérience professionnelle. Il ne faut pas hésiter à apporter quelques éléments de notre expérience antérieure. C'est apprécié par les correcteurs. Et puis, c'est le but aussi, c'est d'apporter un petit peu notre regard externe, mais externe de la sécurité sociale. Donc, quand c'est possible, il faut apporter des petits éléments de notre expérience. Ça peut rajouter du bonus à la copie. Je rebondis, alors ça vaut aussi pour les internes, en tout cas pour toutes les personnes qui ont une expérience professionnelle, on peut vraiment la valoriser et capitaliser dessus sur le 2B, sur le plan d'action que l'on propose et ne pas oublier de balayer des thématiques qui sont incontournables et qu'on retrouve dans toutes les études de cas, type mettre des actions en place au niveau des ressources humaines, au niveau financier, voir quelle optimisation des coûts possible. En termes de communication également, que ce soit en termes de communication interne ou interne, il y a au moins ces 3 thématiques à aborder et en général, quand on a un peu d'expérience professionnelle, on a toujours plein de super idées passe-partout et voilà, c'est plutôt... Ouais, je peux rajouter aussi une partie RH. Une partie... Ah, tu l'as dit. Mais c'est bien de le Excuse-moi. Et puis aussi la relation avec les partenaires sociaux. Souvent, il ne faut pas l'oublier dans la copie à bien en parler, surtout quand on met en place des nouveautés au sein de l'organisation. Donc, il faut bien les intégrer dans le plan d'action. Et en fait, ce qui est bien, c'est de lire les meilleures copies et les rapports de jury. Donc, dans ces éléments, on retrouve en fait ces conseils. Et vraiment, dans cette partie, si vous développez ça, c'est vraiment un gros plus et ça apporte énormément dans la copie. Vous pouvez penser qu'il y a une autre thématique en général qui est à évoquer, c'est les systèmes d'information également. Souvent, le plan d'action va déboucher sur quelque chose qui sera en rapport avec les systèmes d'information, que ce soit sur un logiciel ou j'en sais rien, mais voilà, c'est bien de ne pas l'oublier non plus. Et je ne sais pas s'il n'y a pas eu une question. Oui, on a une question sur peut-on préciser les modèles utilisés, PORTE ou PESTEL, PESTEL. Alors moi, ça ne me parle pas du tout. Après, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, personnellement, quand j'ai vu la question, c'est par rapport au grand 1. Ouais. Pour tout ce qui est diagnostic, c'est s'appuyer sur ce qu'on appelle les SWOT. Tu as des lieux, ce qui est mis en place, les limites. Je me souviens même plus les propositions et les trucs comme ça. Vous la retrouverez sur Internet. C'est assez simple et du coup, ça fait le grand 1. Sinon, peut-être MB dans le chat, tu peux préciser ta question, qu'on puisse peut-être y répondre. Pour l'instant, ça dit rien. En fait, porteur, PESTEL, c'est un peu comme le SWOT, mais ça a quelques variantes après.
En règle générale, ce qui est utilisé vraiment dans l'étude de cas, c'est plutôt le SWOT. Ouais. Porter et Pestel ne sont pas vraiment utilisés. En tout cas, en règle générale, dans les copies, ce qui ressort, c'est plutôt le SWOT. Le modèle Porter, Pestel permet d'arriver au SWOT. Bon. Voilà. Restons sur le SWOT. Ouais. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat. On peut y répondre. Comme j'en vois pas d'autres, on va vous proposer un peu de vous encourager pour la dernière ligne droite avant le concours, parce que c'est pas la partie la plus facile, mais c'est la partie sur laquelle il faut tenir bon pour arriver jusqu'au bout. Donc, est-ce qu'on peut faire peut-être un petit tour de table pour vos conseils de dernière minute, enfin dernière minute, j'ai encore le temps, dernière semaine, hein, plutôt avant le concours. On va commencer de l'autre côté. Un conseil important, c'est de pouvoir prendre du temps pour soi, je dirais. Ça peut être compliqué, on peut facilement se laisser emporter, se dire, ben oui, je n'ai pas assez de temps pour réviser, etc. Mais en fait, c'est bien de souffler de temps en temps. Moi, par exemple, 1 heure le vendredi soir, ben, je m'accordais une sortie et voilà quoi. Enfin, je le faisais vraiment. Je prenais le temps de vivre en dehors de ma prépa. C'était très compliqué parce que bon, on finit tard, on a les révisions, etc. Donc vraiment prendre le temps pour soi, souffler avant de venir se présenter au concours. Et puis, je dirais que ça, c'est bien. Gwenaëlle. Bah, oui, hein, pareil que Lisa, c'est important de pouvoir prendre du temps pour soi. Et puis bah, par rapport au concours, c'est important quand même de continuer à suivre l'actualité parce que très souvent, les sujets qui tombent sont en lien avec l'actualité. Donc, ne pas hésiter à voilà, continuer à lire de temps en temps, enfin un peu toutes les semaines, ce qui s'est dit dans l'actualité. Et puis, à un moment donné, il faut aussi s'arrêter. Quand on est proche du concours, il faut arrêter de chercher tout plein d'autres informations. Il faut se dire que l'important, c'est de maîtriser déjà tout ce qu'on a appris depuis qu'on a commencé la prépa au concours. Et puis, ben, le plus dur, c'est de se faire confiance et de se dire qu'on va y arriver. J'avoue, c'est pas du tout ce que je me suis dit, mais voilà, il faut le faire. Il faut arriver là. Voilà, faut arriver à le faire. Ne pas hésiter à se faire des petits plaisirs, manger du chocolat, voilà, de faire des choses en tout cas qui vont nous donner du baume au cœur et qui vont nous permettre de tenir jusqu'au jour du concours. Parce que c'est important de ne pas arriver complètement épuisé le jour des épreuves. Donc, voilà. Sur la dernière ligne droite, ménagez-vous. Oui. Khalida. Tout à fait. Alors, je sais que pour les troisièmes concours, pour certains qui, comme moi, travaillaient en même temps que je préparais le concours, c'est vrai que c'était éprouvant, mais je rejoins mes camarades. Il faut vraiment prendre du temps pour soi. C'est primordial pour arriver en forme pour les épreuves qui sont tout aussi éprouvantes physiquement et mentalement. Donc, il faut vraiment prendre du temps pour soi, prendre du recul. Comme on dit, si vous avez fait déjà la prépa, vous êtes déjà bien, vous êtes préparé. Donc, inutile de se surcharger pour rien. Continuez bien sûr à suivre l'actu. Elle a tout à fait raison, Gwenaëlle, de le signaler. On peut avoir une petite information de dernière minute qui vous aidera à valoriser vos copies le jour J. C'est toujours bon à prendre, mais voilà, sans se mettre trop de pression non plus. Et enfin, Élodie, est-ce que tu as des petits conseils de semaine? Oui, alors je valide tout, vraiment 100%. Après, je rajouterai plusieurs petits conseils. La première, c'est plutôt que de bachoter, si je puis dire, de s'entraîner à faire des plans. Quitte à, je ne sais pas si vous travaillez en groupe ou pas, mais en tout cas se donner des sujets et derrière de faire du plan. Ça, c'est génial, ça permet de bien réviser et voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de connaître sur le bout des doigts quelques rapports importants et quelques chiffres également. C'est impossible de tout savoir, de connaître. Tout c'est impossible. Mais voilà, retenir les grands agrégats économiques, voilà, les grands chiffres dans chaque branche, ça suffit amplement. En général, on arrive toujours à en recaser un ou deux, et pareil pour un ou deux rapports dans les copies.
Et puis voilà. Mais oui, surtout, ayez confiance en vous. Euh, voilà, ça se passera bien. Pour les rapports, si je peux compléter, tout à l'heure, on a dit pour des comptes IGAS. Il y a aussi les rapports de France Stratégie, l'Institut Montaigne aussi, qui font des choses assez sympas et faciles à lire. Donc voilà, et puis pour les chiffres clés, se faire des petites fiches par branche, par exemple, où on va mettre quelques chiffres entre 5 et 10, et encore 10 c'est beaucoup, mais au moins 5 chiffres importants par branche qui peuvent nous aider dans la copie. Moi, l'image que j'avais vraiment, c'était au fur et à mesure de l'année, vous emmagasinez de plus en plus de connaissances et à l'approche du concours, vous commencez à faire le tri entre vos connaissances et à relire vraiment l'essentiel pour le concours. Et du coup, vous allez éliminer de plus en plus de connaissances pour vous. Enfin, en fait, on fait le tri pour arriver près le jour du concours à pouvoir traiter tous les sujets, pas parfaitement, mais bien. C'était un peu nous l'image qu'on nous donnait en prépa et je trouvais ça assez vrai parce qu'à la fin, je relisais des choses que j'avais fait au début de l'année, je n'avais aucun souvenir. Et par contre, ce que je relisais les dernières semaines, j'y arrivais bien, quoi. Et puis c'est vrai qu'au fil des mois qui passent, on arrive à prendre du recul et à faire des liens entre les différents sujets qu'on aura abordés, ou thématiques, ou branches, ou peu importe. Et c'est d'avoir une certaine vision macro, et c'est elle qui va être attendue, notamment, je pense à la protection sociale, mais voilà, pour les écrits. Donc ça, c'est plutôt, et oui, et du coup, on fait du tri. Et relire 2-3 petites choses avant le jury, c'est pas mal. De capitaliser aussi sur la mémoire immédiate, c'est bien. Mais voilà, faut vraiment pas se mettre la rate au courbouillon et de se dire qu'on ne sait pas tout par cœur. Enfin, c'est impossible de toute façon. Ouais, c'est important ce que tu dis sur le fait de faire des liens entre les différentes thématiques. Moi, j'avais une collègue qui m'avait donné une certaine image. En fait, on a des boîtes. Et puis, quand on est face au sujet, on ouvre toutes les boîtes et on se pose la question de qu'est-ce qui est en lien dans chacune de nos boîtes qui représente une branche ou une thématique qui sera en lien avec le sujet. Et ça nous permet vraiment de pouvoir balayer en fait l'ensemble du sujet et des thématiques qu'on aura pu aborder durant la prépa. Mais il faut rester cohérent. C'est pas parce qu'on a un ensemble de connaissances qu'il faut forcément tout recracher. Il faut vraiment que ce soit en lien avec le sujet pour ne pas partir sur un hors-sujet. Oui, tout à fait. L'erreur à faire, c'est de réciter un cours, parce que si vous faites vous répondez à un sujet en récitant un cours, il y a de fortes chances, pour pas dire des choses certaines, que vous soyez hors sujet. Voilà. Si c'est trop facile, c'est qu'il y a un problème. C'est quand même un concours, donc attention. J'avais une petite question de Cyril, je ne sais pas, et Inès. Bonjour, pour vous, la prépa est-elle primordiale pour la réussite du concours? Alors, je vais répondre, après je laisserai mes collègues donner leur avis. Pour moi, non, c'est pas primordial, c'est pas indispensable. Néanmoins, ça va vous donner la méthodo et l'esprit des concours administratifs. Moi, à titre personnel, je les avais pas du tout. Je venais d'université, donc pour moi, c'était un domaine complètement étranger, et ça m'a vraiment aidé. Après, c'est vrai que sur l'année, au fur et à mesure, quand on commence à se spécialiser dans certains concours, quand on commence à mieux savoir ce dont on a besoin, on va de moins en moins, on va être de moins en moins attentif au cours de la préparation. Moi, je sais que dans ma prépa, il y en a beaucoup qui, à compter de mars, avril, n'allaient plus en cours et passaient toute leur journée à la bibliothèque pour réviser. Pour moi, il n'y a pas de recette miracle. Moi, je suis resté jusqu'au bout. Après recul, je pense que j'aurais pu arrêter les cours 2-3 semaines avant. Mais voilà, il n'y a pas de recette miracle. C'est selon vous. Mais en tout cas, ça aide vraiment pour la méthodologie et l'esprit des grands concours. Je laisse mes collègues répondre. Oui, je confirme notamment pour le 3e concours, et tout comme Antonin, j'ai un profil d'université, donc les concours, j'en avais jamais passé, mais pour ce qui est des connaissances, on peut les acquérir en dehors d'une prépa, mais la méthodologie, ce qui est attendu de nous pour les épreuves du concours, on les acquiert en prépa, et donc je trouve que c'est essentiel. Sans ça, je ne suis pas sûre que je serais là aujourd'hui. C'est tout pareil pour les candidats internes. Enfin, tu me diras, Gwen, si tu es d'accord avec moi. Enfin, même pour moi, c'est carrément indispensable de passer par une prépa.
D'une, parce que pour certains, ça peut faire plus ou moins longtemps qu'on est loin deux années de fac, voilà. Donc c'est bien de se remettre dedans. Deux, voilà, ça permet d'acquérir une certaine méthodologie qu'on n'avait pas forcément en fonction des études qu'on a faites. Trois, d'accueillir de la théorie. Parce que certes, on va peut-être connaître par cœur la branche dans laquelle on est, mais la protection sociale, c'est plus que la branche maladie ou autre. Donc, je pense que c'est important. C'est pareil, ça va être s'entraîner aussi aux épreuves. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Peu importe la prépa, mais après, je pense qu'il en faut une. Ouais, moi, je pense que c'est important aussi de faire une prépa. Moi, j'ai fait la prépa interne. J'ai fait aussi la prépa de l'IEPEL de Lyon à distance. Donc, j'ai fait double prépa. Franchement, je pense, pour moi, en tout cas, c'était. Je pense que sans prépa, je n'aurais pas pu réussir le concours. Au-delà de la méthodologie et des connaissances, c'est aussi des correcteurs derrière la prépa. Donc, des correcteurs et donc des observations qui vont nous permettre d'évoluer durant toute la prépa. Je pense que ça reste important de pouvoir se faire corriger ses copies, d'avoir un retour extérieur pour pouvoir avoir la meilleure copie le jour du concours, parce que ça reste quand même un concours, c'est sélectif, donc c'est la meilleure note qui passe. Donc, je pense que oui, c'est important de pouvoir faire une prépa. Ça permet d'apprécier aussi sa progression, puisqu'on est noté tout au long de l'année. Et comme Antonin, je suis allée jusqu'au bout de ma prépa. C'est vrai qu'il y en a certains qui partent un peu plus tôt pour réviser, mais je suis allée jusqu'au bout. Et ce qui était vraiment bien, c'est qu'on peut s'entraîner. Et moi, je m'entraînais par exemple pour des matières, enfin pour des concours que je ne passais pas, mais ça me permettait de m'entraîner sur la méthodologie et de progresser à ce niveau. Donc, je dirais que pour la correction, enfin, pour avoir un aperçu de notre progression au niveau de méthodologique, c'est bien de suivre, d'avoir une prépa. Et j'ajouterais que si vous arrêtez la prépa avant la fin de l'année, vous faites quand même les entraînements. Tout entraînement est bon à prendre. Vraiment, dès que vous avez une occasion de vous entraîner, n'hésitez pas, ce ne sera jamais perdu. Même si vous ne passez pas le concours, vous pouvez y aller, ou vous ne voulez pas un concours, mais vous pouvez vous inscrire et passer ce concours pour vous entraîner. Ensuite, on avait une question de Jessica. Bonjour, que pouvez-vous conseiller afin d'optimiser la fin des révisions? Je dois encore voir la politique de la famille, de la ville, du logement et quelques aspects sur la politique de la vieillesse et le pilotage des OSS. Alors, Jessica, je ne sais pas si tu es une candidate interne ou externe, si tu peux peut-être le préciser. Si tu es externe, je vais répondre pour ma paroisse. Je pense que c'est pas la peine de te prendre la tête à essayer d'ingurgiter beaucoup de connaissances parce que tu vas pas avoir le temps et ça va plus t'embrouiller qu'autre chose. Donc, essaie de voir des choses très générales, des thématiques sur chacune des aspects que tu as évoqués, que tu peux relier à des connaissances que tu as déjà pour faire des liens et pour pouvoir essayer de pallier peut-être le manque de connaissances approfondies que tu pourrais avoir sur les différents sujets. Parce que là, se remplir la tête à 1 mois et demi du concours, ça me semble un peu difficile. Ouais. Je ne sais pas ce que vous pouvez je conseiller. peux compléter avec deux bouquins avec lesquels j'ai travaillé qui sont très synthétiques. Il y a politique sociale, admis, fonction publique en 38 fiches. Il est assez bien fait. Ça permet de balayer l'ensemble des politiques publiques de protection sociale. Et puis, il y a la protection sociale, découverte de la vie publique, de la documentation française. Pareil, c'est également très bien fait. Donc, je pense que si tu as ces deux bouquins ou si tu peux t'en acheter un des deux, je pense que ça peut t'aider à balayer très rapidement l'ensemble des sujets. J'ai travaillé avec le livre Protection sociale, admis fonction publique, et en fait, il est déjà rédigé en fiche. Donc, effectivement, c'est très rapide de s'approprier les connaissances. Et puis, en plus, il est bien fait. Enfin, il y a l'état des lieux, enfin, il y a les problématiques, il y a des chiffres dedans que tu peux actualiser. Il y a aussi des propositions, enfin, des préconisations. Donc, je pense que ouais,
Et Jessica a répondu, elle est externe, donc je ne sais pas si vous avez des conseils à donner par rapport à ça. Non, après, je vous suis. Donc, enfin, de toute façon, on n'arrivera jamais à tout savoir et C'est tout ça. maîtriser. C'est tellement énorme. Après, par contre, je ne sais plus quels sont les domaines pointés, mais en tout cas, connaître les grandes lignes ou les enjeux majeurs, par exemple, par rapport à la branche famille, oui, sans forcément aller dans le détail. Pour compléter en termes de biblio, moi, j'avais un petit bouquin aussi que j'ai lu juste à la fin qui est plutôt bien fait. Il s'appelle Le système français de protection sociale de Jean-Claude Barbier, enfin, qui fait même pas 150 pages. Oui, je l'ai aussi. Et il est top. il est très bien. Il est très bien parce que il englobe toute la protection sociale et au début de chaque chapitre, il y a un petit rappel démographique et les enjeux sociologiques, etc. C'est génial pour faire des liens et c'est extrêmement facile. Oui, je confirme, oui. On vous met les références dans le chat, hein, pardon, je t'ai coupé. Non, Et du coup, ouais, vraiment, moi, j'insisterais sur te surcharge pas la tête parce que tu vas pas avoir le temps de tout apprendre. Ah ben, nos petites mains sont en train de remplir le chat, formidable. Alors, attends, pardon. Pour la prochaine question, comment faire le tri entre les connaissances, une méthodologie particulière? Merci à vous. Alors, le tri entre les connaissances, est-ce que quelqu'un veut s'y lancer? Et en fait, ça dépend du sujet qu'on a en face. C'est quelque chose qui se fait en général naturellement, surtout quand on s'entraîne. À force de s'entraîner, ça vient tout seul. Et on se dit, ben, une méthode qu'on peut utiliser, c'est faire peut-être un peu un nuage de mots en brouillon. Par exemple, ben, on pose un sujet, ce sujet il m'évoque quoi? Donc noter en fait qu'est-ce que ce sujet m'évoque. Et au fur et à mesure qu'on va noter, ben, des choses vont sortir plus et un peu plus que d'autres choses. On va mettre d'autres choses en évidence et en fait tout va ressortir quand on va commencer à noter comme ça à partir d'un sujet donné. oui, tout à fait. D'où l'importance de vraiment bien lire le sujet et de définir les termes du sujet. Ça permettra de vraiment circonscrire en fait le sujet qu'on vous demande de traiter. Et puis tout de suite, ça va mobiliser en fait les connaissances que vous avez acquis pendant la prépa. Et j'ajouterais que peut-être pour le tri des connaissances, si vous avez une expérience professionnelle ou un domaine que vous maîtrisez particulièrement, ce qui peut être vraiment bien, c'est de réussir à trouver plein de liens avec un ensemble de sujets. Moi, je sais que j'avais fait un stage au contrôle de légalité en préfecture et que le contrôle de légalité en préfecture, dans toutes les copies, il y avait une petite référence à ce que je connaissais les articles de loi, je connaissais les détails, etc. Donc, ça peut aussi, il y a un niveau en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Si un sujet que vous maîtrisez bien, ça peut vraiment valoir le coup de se faire une petite fiche avec plein de liens, des super auteurs, des super chiffres, etc., que vous allez mobiliser dans chaque copie et qui, du coup, vont permettre de vous valoriser par une seule connaissance, quoi. Et même si vous avez fait détacher les autres, quoi. C'est ça. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire des stages dans la presse, tout ce que vous pouvez trouver sur la presse en lien avec les thématiques, vous les notez quelque part et vous pouvez les ressortir dans une copie. Moi, je sais que par exemple, là, l'année dernière, c'était sur les territoires. J'avais lu quelque chose qui était fait au niveau des territoires pour la santé, comment les territoires s'organisaient pour travailler ensemble. Et voilà, j'avais donné l'exemple de l'association, ce qui avait été mis en place. Donc, il ne faut pas rester très théorique. Il faut vraiment donner des exemples de ce qui se fait autour de vous. Et puis, si je peux ajouter sur le tri des connaissances, il faut pouvoir, comme le disait Khalida, bien maîtriser son sujet et ensuite se poser des questions. Ce sujet-là, il fait référence à quoi? Dans telle branche, il me fait penser à quoi? Se le noter et le faire étape par étape. Mon recouvrement, ça me fait penser à quoi? Au chômage, ça me fait penser à quoi? La famille, etc. Et après, on se le note et après, ensuite, on fait le lien dans la copie. Et ne pas avoir peur du sujet, de ne pas se dire bah, ce sujet-là, ça ne me dit rien. Non, vous avez toujours des connaissances parce qu'au final, il y a toujours des enjeux. Et se dire aussi, bah, le correcteur, il attend quoi? Pourquoi il m'a posé cette question? Donc, qu'est-ce que je peux lui répondre? Qu'est-ce que je dois lui dire? Et il y a toujours un lien, en fait, avec... il y aura toujours un petit lien avec la sécurité sociale. Et donc, se dire, bah, forcément, j'aurai une connaissance là-dessus.
Une question de MB. L'ouvrage est-il à jour? Alors, je crois que tu parlais de l'ouvrage de la documentation française, pardon, dont tu as parlé, Gwenaëlle. Est-ce que tu sais s'il est à jour? Oui, alors je disais, il y a eu une version l'année dernière, je ne sais pas si il a été remis à jour, mais en tout cas, l'année dernière, il y avait une version 2022 ou fin 2021, ou non, c'était, je crois, janvier 2022. Je ne sais pas si 2023, ça a été mis à jour ou pas, mais en tout cas, les enjeux et les problématiques des politiques sociales restent les mêmes. Maintenant, pour les chiffres, ce que je disais tout à l'heure quand j'ai présenté les ouvrages, il faudra peut-être, oui, rechercher les bons chiffres à jour pour cette année, oui. Je pense que c'est pas, si vous avez les ordres de grandeur et les chiffres de l'an dernier, je ne vois pas trop quel correcteur vous en tiendra vraiment rigueur. Ça n'a pas non plus vraiment. Ça fluctue pas non plus énormément. Donc, Et le concours est dans un peu plus d'un mois, donc vous n'avez pas vraiment le temps non plus de recommencer des fiches depuis le départ. Hein. Faites efficace, faites général, et ne vous perdez pas dans les détails qui peuvent être votre ennemi pour cette dernière ligne droite. On avait une question de Louise. Bonjour, existe-t-il un seuil d'admissibilité? Alors, nos petites mains nous disent que souvent c'est autour de 10 pour le concours pour l'admissibilité, 11 pour l'admission en liste complémentaire et 12 en liste principale. Mais encore une fois, les notes, c'est pas vraiment. C'est un peu difficile de définir vraiment ce qui va être. De définir vraiment la note que vous allez avoir, puisque comment dire, vous êtes évalué par rapport aux autres personnes. Donc, si vous tombez une année où tout le monde est brillant, avoir 10 ne va pas être assez. Si vous tombez une année où, pour d'obscures raisons, tout le monde serait mauvais, 10 vous assurera l'admission directe. Donc, on est toujours évalué par rapport aux autres, contrairement aux examens d'université ou d'autres examens. Donc, c'est un peu ça la subtilité. Ceci dit, il y a quand même une tendance qui se dessine. Enfin, il y a jusqu'à regarder les rapports des jurys des années précédentes et il y a tous ces seuils qui sont remontés, toutes ces stats-là. Et globalement, on est dans ces eaux-là, ça tourne entre les 10,5 et les 11,5. Enfin, oui. C'est globalement pareil pour tous les concours à plus, hein, de mémoire. J'ai plus tous les chiffres détaillés en tête, mais voilà. Et vous avez tous les chiffres sur les rapports du jury. C'est une mine d'informations, les rapports du jury. C'est important de les lire, soit pour les écrits ou pour les oraux. Voilà, il y a plein de conseils qui sont bons à prendre. D'autant plus que c'est les correcteurs donc, qui les fournissent. Donc, Alors ensuite, on a une question de Cérine, je ne sais toujours pas, pardon, et Inès. Quelle est la moyenne d'âge des lauréats? Nous sommes en M1 et nous souhaitons passer le concours l'année prochaine. Notre jeune âge est-il un frein, notamment à l'oral et le manque d'expérience professionnelle? Merci. Je vais te répondre. Oui. C'est un peu de... C'est 26 ans l'âge moyen des externes? Je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Et le plus jeune a 23. Plus jeune, 23 ans, voilà. Donc ça va, c'est assez jeune. C'est pas un frein. Le plus vieux, c'est donc 34 ans. Voilà, et donc c'est vraiment pas un frein, l'âge. L'âge, c'est pas un frein. Le manque d'expérience professionnelle, pas du tout non plus. Puisque moi, au final, par exemple, je n'ai pas, à part mes stages, je n'ai pas eu d'expérience professionnelle vraiment, et même pas dans le domaine de la sécurité sociale. Mais je dirais qu'en fait, face au jury, j'ai quand même dû rester pertinente entre pourquoi je voulais passer ce concours-là et par rapport à mes expériences passées en termes de stage. Donc, je dirais que expérience professionnelle, c'est pas obligatoire. Stage au sein de la sécurité sociale, c'est pas obligatoire non plus. Ne pas avoir travaillé dans un organisme de sécurité sociale, c'est pas obligatoire. Et l'âge, c'est pas un frein. Interne, externe, troisième concours, on a vraiment différents types de profils. Il n'y a pas vraiment de barrière pour passer le concours. L'expérience peut être même une expérience pas forcément professionnelle, mais une expérience associative. Ça peut aussi participer. Enfin, en tout cas, le jour du grand taux, les questions qui sont posées ne sont pas forcément des questions qui tournent autour d'expériences professionnelles. Il y a aussi, vous, devant telle situation, comment est-ce que vous pouvez réagir? Et ça ne dépendra pas forcément de l'expérience professionnelle. Hein. Ça peut être aussi vous personnellement, comment est-ce que vous réagiriez à cette situation? Et c'est une expérience que vous pouvez acquérir de façon, soit par rapport à votre entourage, par rapport aux gens que vous connaissez,
aux situations que vous auriez pu rencontrer dans votre vie personnelle. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Ce que les jurys recherchent, en fait, c'est comment vous analysez les choses, comment vous réfléchissez voilà, face à une situation ou autre. Donc, voilà, et si l'âge pouvait être un frein, je pense qu'ils auraient mis des critères d'âge ou d'expérience. Donc, et justement, enfin, on voit que le plus jeune a 23 ans, d'ailleurs, on a quelques-uns de 23 et demi. Et voilà, et pour le coup, on sort de son Master 2, je pense, dans ces eaux-là, et donc c'est top. Et c'est ce qui fait aussi la richesse après de ce concours-là, c'est que on se retrouve tous ensemble. Aujourd'hui, on a une promo qui va de 23 à 50 ans, je crois, et c'est extrêmement enrichissant de pouvoir avoir tous ces types de profils-là. Oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir des profils diversifiés. On peut s'enrichir les uns les autres de nos expériences, de nos études. On a certains d'entre nous ont un profil juridique, d'autres sortent de Sciences Po. On a des internes qui ont beaucoup d'expérience. On a des personnes comme moi qui n'ont pas du tout d'expérience en sécurité sociale, mais plutôt en juridique. On a tous un peu quelque chose à apporter à l'autre dans la promotion et c'est ce qui fait la richesse un peu de notre promotion et de cette école. Donc non, ni l'âge, ni l'expérience ou le manque d'expérience n'est un frein, bien au contraire. Je mettrais quand même peut-être deux bémols à ce qu'on vient de dire. L'âge est-il un frein? C'est pas un frein, mais ça peut être pas un frein en termes d'expérience. Si vous candidatez après une licence, le concours est ouvert à partir d'une licence. Vous allez être face à des gens qui ont un master, donc potentiellement plus d'expérience, qui ont plus longtemps approfondi les sujets. Donc, ce ne sera pas pénalisé par le jury, mais vous serez en compétition avec des gens qui potentiellement auront davantage de connaissances et d'expérience que vous. Premier petit bémol. Et deuxième petit bémol, sur le manque d'expérience professionnelle, si c'est en lien avec l'univers de la sécurité sociale, le jury peut vous poser la question, mais pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous voulez être dans la sécurité sociale si vous n'avez jamais fait de stage en sécu, si vous n'avez jamais travaillé en sécu, si sur votre CV, on ne voit pas du tout que vous êtes intéressé par la sécu. Moi, c'était mon cas, je n'avais pas du tout de lien avec la sécu. J'ai fait mon premier stage en sécu, je crois, un mois avant le grand oral. Donc voilà, mais j'avais un parcours cohérent avec le pourquoi j'étais là. J'avais je vais dire une histoire, mais non, enfin j'avais un récit qui tenait la route et ça a plu au jury. Donc c'est peut-être ces 2 points de vigilance, mais sinon c'est définitivement pas un frein. Et il y avait effectivement avant on pouvait passer le concours que 3 fois, mais c'est en train d'être aboli pour qu'il n'y ait plus de limite pour passer le concours. Donc vraiment ce n'est pas un frein de se lancer. Je me permets juste de rajouter, excuse-moi, mais voilà, c'est vraiment important donc, de bien analyser, de montrer comment vous réfléchissez. Et c'est surtout, notamment quand il y a un manque d'expérience ou une certaine jeunesse, voilà, c'est d'être droit dans ses bottes et savoir pourquoi je suis là, quoi, pourquoi je me présente devant vous et pourquoi je veux faire le N3S. Voilà. Il faut convaincre. Il faut convaincre. Oui. Il faut être convaincu et convaincre. C'est ça. Et puis c'est un bon travail d'introspection Pouvez-vous, alors je vais vous voir l'action, pouvez-vous décrire votre parcours s'il vous plaît? On en a déjà parlé lors du webinaire précédent et qui est disponible en replay sur la chaîne YouTube EN3S par ses élèves. On va peut-être pas revenir dessus parce que c'était pas forcément le cœur du sujet. Là, on était vraiment dans l'optique d'aider les gens à préparer la dernière ligne droite du concours. Mais vous avez plein de témoignages d'anciens élèves, d'élèves actuels et d'anciens élèves qui sont sur YouTube et sur la chaîne de l'EN3S et sur la chaîne YouTube EN3S par ses élèves. On avait la question de... Pardon, vous aviez fini de... Oui, moi. Pardon, excusez-moi, je m'emballe. Une question de Pauline. Bonsoir, quels sont d'après vous les rapports clés, Assemblée nationale, etc., à avoir en tête le jour du concours, notamment ceux datant de cette année? Ça, c'est une question vache. Replonger dans nos fiches. Alors, moi j'en vois un. Je vais commencer là. Celui sur le vieillissement et le grand âge suite au scandale Orpea, qui me semble quand même être un rapport IGAS, inspection des IGF, qui me semble être vraiment important au moins à citer, pas à maîtriser, hein, c'est pas le but, mais à pouvoir citer parce que la vieillesse, en plus dans le contexte de réforme des retraites, ça me semble être quand même un enjeu important, c'est peut-être un sujet qui peut tomber. Dominique Libaud, en plus, est très investi et impliqué dans cette thématique. Donc, oui. Les rapports, d'ailleurs, de Dominique Libaud sont aussi importants. Du HCFIX, à connaître, notamment du corps. Ouais. Vous avez aussi le rapport de février 2023 sur le soin ambulatoire et à domicile.
qui peut être aussi un sujet important. L'idéal avec les rapports, c'est pas tant d'en connaître des dizaines et des dizaines, mais d'en avoir quelques-uns assez généraux, assez d'actualité que vous pouvez sortir et maîtriser. Ça me semble vraiment important pour... Puiser, faut juste puiser l'idée générale, pouvoir la ressortir le jour du concours. De manière générale, les rapports de Dominique Libaud sont appréciés Ouais. en protection sociale. En fait, il faut cibler aussi les sujets d'actualité et en fonction de ces sujets, partir sur une recherche de rapports qui pourrait être intéressant. Alors, pareil, en actualité brûlante, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre connaissance, sans le maîtriser par cœur, mais du règlement amiable d'Annick Morel. Oui. Ça peut être Ça arbitral, va pardon, pas amiable. sur le règlement parce que c'est trop récent, mais sur la convention, la négociation de la convention, c'est D'ailleurs, les rendez-vous de l'actu de l'école, dont vous avez ici une participante brillante et un autre, sont tout à fait intéressants pour être au courant des grands enjeux. Et dedans, en général, quelques rapports sont cités et surtout, vous avez une présentation des enjeux que vous pouvez vraiment des enjeux que vous pouvez rapidement s'approprier, voilà, j'arrive à trouver le mot, et restituer dans les grandes lignes sur votre copie. Donc les rendez-vous de l'actu, c'est une petite pause dans vos révisions en agréable compagnie. Non, mais c'est vrai, le format est top, c'est pas long. Vous avez le plan qui est tout fait sur un sujet d'actualité. Il y a les chiffres clés, il y a les rapports, enfin, il y a tout. Il y a une conclusion, il y a des propositions. C'est génial. On a une question de Valentine. Avez-vous des conseils pour les révisions de l'épreuve écrite de droit public? Tu avais pris droit public, toi? Non. Eh ben, non, pardon, mon cours. T'as pris droit public? Ben, moi, j'ai passé droit public sur d'autres concours, donc je peux peut-être répondre. Des conseils de révision pour l'épreuve. Alors moi, moi, j'ai été mauvais en droit public toute l'année, donc je suis peut-être pas la meilleure des personnes. Néanmoins, à la fin de l'année, il y avait un livre. Alors, il était un peu daté. C'était la collection Les Grands Concours. Donc c'est ceux qui publient Le Cognier, Le Barfetti, etc. Les grands concours, et c'était des dissertations de droit corrigées. Elles dataient un petit peu, je crois que l'édition était de 2016, mais ça m'avait vraiment aidé à m'approprier des sujets, un peu datés certes, mais vraiment c'était assez bien rédigé. Il y avait vraiment les enjeux, il y avait vraiment le tempo du droit public qui pour moi était très lent par rapport aux autres épreuves. Donc ça m'avait beaucoup servi. Et sinon, après, en termes de connaissances, vous avez le Stirn et Aguila, qui est la Bible du droit public, que vous devez avoir lu et relu. Mais là, si vous passez l'épreuve et que vous n'avez pas lu ça, il faut aller encore une fois au plus général, hein, parce que vous n'avez pas le temps de tout faire. Donc le droit public général, vous avez sûrement des petits que sais-je, des petites fiches en droit public. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des petits arrêts, des petites jurisprudences à balancer du Conseil d'État. Alors moi, j'avais ma petite liste de jurisprudence. Je crois qu'à la fin, j'étais arrivé à 4 feuilles recto verso que je relisais avant chaque épreuve. Je ne dirais pas que ça a vraiment payé, donc j'arrêterai mes conseils à ce niveau-là pour pas vous induire en erreur. Mais les jurisprudences, c'est vraiment apprécié dans les copies. Encore une fois, la définition des termes du sujet et un mouvement qui est très lent, très détaillé. Voilà. Je ne sais pas si personne n'a pris le droit, donc si vous allez peut-être me corriger. Vous ont demandé les noms des documents, des livres. Ah oui, alors Si tu peux rappeler. oui, alors le Stirn et Aguila, je vais vous l'écrire dans le chat. Stirn et Aguila, et c'était les grands concours administratifs, droit public, édition 2016. Voilà. On a mis les rapports. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, des petites choses à rajouter, vous, pour les épreuves? Si jamais ceux qui nous écoutent en ont d'autres, n'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps. Sinon... Surtout bien gérer le temps. C'est primordial, je trouve, pour les épreuves de notes de synthèse, l'étude de cas. Il faut vraiment pouvoir bien gérer le temps. Et ça, c'est vraiment avec les exercices, les entraînements qui permettent vraiment de pouvoir pallier cette contrainte qui peut poser problème pour les épreuves du concours. Puis courage, c'est la dernière ligne droite pour le coup.
Donc là, c'est le sprint final et lâchez rien, vous ne démotivez pas. On peut avoir un coup de mou le dernier mois ou autre et non. On va avoir l'impression qu'on ne se souvient plus de rien, mais pas du tout. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez hyper performant le jour J. Oui, quelques jours avant l'épreuve, on va peut-être passer à cette période-là quand même, qui est un peu l'organisation du temps un petit peu avant l'épreuve, si vous n'avez pas d'autres questions, et à l'été, parce qu'ils sont quand même deux périodes importantes qu'on va aborder. Ce que j'allais dire, hein, c'est après le concours, il y a un petit temps où on va... Je te couperai peut-être juste un petit peu une dernière fois avant, et après on passe à après le concours. Okay. Moi, 2-3 jours avant, peut-être faites une pause dans vos révisions. Mettez-vous l'air au frais parce que des fois, quand on est tellement concentré sur un sujet qu'on n'arrive pas à retenir, on va être focalisé dessus. Et le jour du concours, on va parler de ce sujet-là alors que le correcteur s'en fiche, tous les autres candidats s'en fichent et vous allez faire un tir à côté alors que vous connaissez la bonne réponse. Donc, je dirais vraiment essayer d'avoir l'esprit le plus libre possible. On en a déjà un peu parlé, mais si vous avez d'autres choses à rajouter. Ouais, c'est sortir un peu la tête du guidon. Ça. Ouais, ça c'est important. Prendre de la hauteur, ce qui est vraiment ce qui est attendu, c'est d'avoir de la hauteur. Et du coup, pardon, je t'avais coupé sur l'été. C'est moi. Oui, non, ce que je voulais ajouter sur l'été, c'est après le concours, il faut prendre un petit temps pour se reposer, prendre de l'air, se faire du bien. Mais après, il faut tout de suite embrayer sur les révisions. C'est vrai que le concours reste quand même très, très intense. Donc, faut pas négliger en fait les oraux, même si on se dit qu'on a raté les écrits, des fois on peut avoir de bonnes surprises. Donc, il ne faut pas se fier à la prestation, en tout cas, ce qu'on peut, nous, en tant que candidat, se dire sur notre prestation à l'écrit. Donc, il faut bien préparer les oraux, il faut bien préparer la présentation, la prestation du grand O. Parce que c'est 10 minutes, mais il y en a quand même, il y a 2 ans, qui ont eu des petites surprises avec parfois une présentation 8 ou 9 minutes. Donc, il faut toujours quand même se faire 2 présentations, une de 10 et une de 8 au cas où. Et puis, oui, répéter sa présentation pour le grand tour. Il faut pas que le jury sente que c'est du par cœur. Il faut vraiment que ce soit très fluide. Voilà ce que je peux dire déjà. Ouais, juste moi pareil. Après, voilà, l'idée, c'est que c'est un peu comme dans Koh-Lanta, au final, il n'en restera qu'un. Donc, il en restera une soixantaine. Mais donc, ça va être celui qui va faire une copie qui sort un peu de l'ordinaire. Et pareil pour les oraux. Alors, c'est au-delà qu'on sort de l'ordinaire, mais c'est déjà voir quels auront été les plus rigoureux et les plus motivés. Parce qu'on sort du concours, on est rincé. C'est les vacances, c'est l'été. Pour peu qu'on ait une mauvaise impression de notre prestation, on peut vite se démobiliser et se dire je vais pas bosser les oraux. Et en plus, on a les résultats des écrits hyper tard. Mais c'est justement fait exprès pour voir qui est-ce qui va tenir la distance. Et parce que si vous attendez les résultats des écrits pour réviser les oraux, ça peut être short. Sincèrement, ça peut être très, 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 très short. Donc voilà. Et l'idée est là, c'est de voir les plus motivés, les plus organisés, les plus rigoureux. Il y a 2 semaines de révision. Je crois que ça laisse 2 ou 3 semaines entre les résultats et les oraux. Et même parfois moins, parce qu'on a le résultat fin août et les oraux commencent pour certains genre le 10 septembre. Donc ça dépend à quel moment on passe dans la liste. Donc oui, non, il faut vraiment bien travailler, bien travailler ses plans. Faut se dire quand même qu'il y a quand même un temps contraint. Donc, il faut dire le maximum de choses. Et puis, c'est ça. Faut rien lâcher, en fait. Faut vraiment aller jusqu'au bout. On ne lâche pas. On ne lâche rien. Et ce que je disais à ma fille il n'y a pas longtemps, c'est la persévérance. Il faut être persévérant et il faut y aller. Il faut y aller. En fait, pour les oraux, si je ne dis pas de bêtises, il y aura un webinaire dédié dessus. Donc, on ne va pas forcément trop, je pense, aller dans le détail sur... voilà. Mais en tout cas, dites-vous qu'il faut vraiment penser à pas trop lâcher pendant les vacances d'été, pas non plus bosser à temps plein tout l'été, tous les jours, mais en tout cas, garder un petit rythme de croisière. Mais quand tu dis aller au bout, ça me fait penser aller au bout des épreuves écrites.
Parce qu'on peut être découragé au bout de la première épreuve parce qu'on se dit, bon, on n'a pas réussi celle-là, je vais pas aux autres, etc. Non. Souvent, on entend que le nombre de candidats a baissé entre la première et la deuxième journée. Franchement, il faut y aller. Aller à toutes les épreuves, ça peut passer. Ce n'est que votre impression. Alors peut-être que le correcteur sera, au contraire, il aura un avis différent du vôtre. Donc, aller vraiment jusqu'au bout des épreuves écrites. Je trouve que c'est dommage d'avoir craché pendant toute une année, même pour certains, peut-être 2 années ou autre, pour au final pas aller jusqu'au bout et t'as entièrement raison. Et en plus, on peut avoir de très très bonnes surprises. Et surtout que même en cas de plantage, il y a plantage et plantage. Il y a plantage 2, il y a plantage 7, 8. Oui. Et plantage 7, 8, c'est tout à fait rattrapable. Oui. Hein. Donc, il faut vraiment rien lâcher. J'avais aussi une remarque qui était pendant les épreuves, avant le concours, peut-être aller repérer à l'avance les lieux. Alors ça, je sais que beaucoup de personnes qui sont un peu stressées font ça. Je trouve que ça marche assez bien pour le faire moi-même. Ça permet de s'enlever une dose de stress, repérer les lieux et voilà, c'est tout stress en moins et bon à prendre, vu l'état dans lequel certains peuvent se trouver. Ensuite, on avait une question de Valentine. 2 des matières ne peuvent être choisies qu'à l'oral ou à l'écrit. Y a-t-il un choix stratégique, notamment pour l'épreuve de droit public? Moi, j'aurais dit prenez la matière où vous vous sentez le plus à l'aise à l'écrit. Mais après, est-ce que vous avez des conseils, vous avez hésité entre Les l'écrit et l'oral? coefficients des écrits sont plus élevés que ceux des oraux, donc ouais, j'aurais tendance à dire comme ça. Et puis à l'oral, on nous aide quand on n'a pas une maîtrise totale du sujet. En fait, il faut arriver à produire quelque chose à l'oral. C'est très important. Présenter quelque chose comme on peut, même si on ne maîtrise pas le sujet, il faut le faire. Et après, le jury va nous aider sur la suite. Oui, franchement, ils ne sont pas là pour nous plomber. Hein. C'est vraiment là, en plus, qu'on peut gagner le plus de points. Donc, faut bien les travailler et puis ne pas se dire qu'on va être saqué dès le début. Enfin, non, au contraire, je trouve qu'ils sont très aidants. Les oraux techniques, c'est vraiment pas compliqué d'avoir un minima 10. C'est juste de répondre à la question, à la problématique qui, en général, n'est pas forcément extrêmement compliquée. Et après, tout ce que vous pourrez dire en plus, c'est que du bénéf. Et oui, en général, on gratte beaucoup de points et on rattrape beaucoup d'écrits grâce aux oraux techniques. Après, je rajouterais que là, la question s'adressait notamment pour l'épreuve de droit public. Alors moi, on m'avait dit que les oraux de droit public avaient mauvaise réputation et que les correcteurs étaient sévères. C'est une rumeur, j'ai pas eu l'occasion de la vérifier. Après, nous, en tout cas, pour le concours interne, l'intervenant de droit public pour la prépa demandait à ce que les élèves soient quand même des gens qui maîtrisent bien le droit public. Il ne voulait pas que ce soit des gens qui n'en aient jamais fait. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas se lancer dans le droit public si on ne maîtrise pas le droit public. Il faut quand même avoir une bonne base. Ce qu'ils attendent, c'est vraiment des choses très précises. Donc, voilà. En termes de stratégie, oui, ça peut être aussi intéressant si on le maîtrise, sinon très bien de le prendre à l'oral pour se refaire des points en plus si jamais les écrits ont été un peu plus compliqués. De toute façon, il n'y a pas de stratégie, plus ou moins. Il n'y a pas la bonne stratégie ou la mauvaise stratégie. Mais en fait, disons qu'à l'oral, on a peut-être plus de chances de pouvoir se rattraper sur le sujet qu'on ne maîtrise pas bien, tandis qu'à l'écrit, on est devant sa feuille. Voilà, on n'a pas 2 fois la chance de pouvoir se rattraper. Donc oui, l'idéal, enfin moi en tous les cas, c'est ce que j'aurais fait. La question ne s'est pas posée en 3e concours. Il n'y a pas d'oraux technique, pardon. Mais c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pris à l'écrit la matière où je me sens le plus à l'aise et à l'oral, la matière où je suis un petit peu plus en difficulté, si je peux le dire ainsi. Parce que quoi qu'il en soit, dans le cadre de l'oral, il y aura possibilité d'être aidé par les questions ou autres et de pouvoir grappiller quelques points. Voilà. On a une question de Jessica. Pour les oraux techniques, comment s'entraîner? Alors moi, je vais répondre parce que j'étais assez content de ma méthode pour les oraux techniques. Donc la 61e promotion, donc celle avant la nôtre, avait mis en ligne les annales des sujets pour pas mal de matières, notamment en protection sociale, parce que moi, c'était un peu la matière qui me faisait le plus peur, parce que celle que j'avais le moins travaillé sur l'année. Et donc en fait, j'étais avec une camarade de prépa et tous les jours, quasiment tous les jours, on se voyait, on se prenait 2 ou 3 sujets et on en faisait un à tour de rôle.
qu'on préparait en 10 minutes et qu'on récitait à l'autre. Et ensuite, on discutait pour voir quels aspects on avait plus ou moins maîtrisés. Ce qui est vraiment important, je trouve, dans ça, c'était le fait d'être avec quelqu'un. Parce que après le concours, vous allez vraiment avoir la pression qui part. Vous allez souffler un bon coup et s'y remettre tout seul. Moi, je sais que j'aurais eu du mal. Donc, être avec quelqu'un, ça aide vraiment beaucoup pour l'oral. Et surtout, ça permet d'avoir un retour instantané sur ce que vous faites de bien ou ce que vous faites de moins bien et les éléments que vous devez améliorer. Sachant que la page Facebook préparation au concours N3S par ses élèves et la chaîne YouTube vont évidemment faire un webinaire pour vous aider pour les oraux, qu'on organisera des entretiens individuels pour les grands oraux et que on va refaire des conseils de méthodo pour les oraux. Vous aurez ça pendant l'été, donc pas de gros soucis à vous faire là-dessus. L'étape principale, là, c'est le concours écrit. Donc, gardez ça en tête, sauf si... Pas de stress, il y a les élèves de l'N3S. C'est exactement ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres conseils, comment vous avez révisé les épreuves orales, techniques. Moi, toute seule. Enfin, bon, après, ouais, moi, je les ai bossées toute seule. Après, j'avais moins de pression vu le petit coef. Là où, par contre, c'était plus compliqué, c'était pour le grand tour. Donc, au début, j'ai tout appris toute seule à m'enregistrer. Et après, c'est à le faire avec ma compagne pour le coup. Mais voilà. Bah, moi, j'ai travaillé en groupe. Donc, voilà, on se faisait pareil des présentations. Et puis, bah, chacun donnait son retour. Plus ce qui était organisé par la prépa interne, où on avait également des oraux techniques qui nous étaient proposés, des oraux blancs. Elisa, toi, comment tu t'es organisée? Plutôt seule où je révisais les derniers sujets d'actualité, puisque comme c'est un oral, voilà, c'est très porté sur l'actualité aussi. Et puis, je me suis aidée aussi avec la prépa, qui me proposait les sujets et après vraiment travailler un plan type. Donc, c'était aussi beaucoup d'entraînement, travailler des plans types en 20 minutes et s'entraîner après sur la présentation. C'est bien aussi d'avoir un interlocuteur parfois pour qu'il puisse nous poser des questions et avoir un retour aussi, un feedback sur ce qu'on a fait. Et voilà, je dirais que... Mais c'est vrai que le gros sujet aussi sur la gestion du temps pour les oraux, parce que c'est... Et j'insiste vraiment sur l'entraînement, encore une fois, hein. C'est pas du tout les mêmes attendus que par rapport à l'écrit, hein. Si vous prenez droit public à l'écrit ou à l'oral, c'est pas du tout les mêmes attendus, hein. L'oral, ça va très vite, vous avez 20 minutes de préparation, c'est ça, hein. Ouais. 20 minutes de préparation, donc, et après, il y a une discussion avec le jury, donc il faut être assez réactif, et c'est pas du tout les mêmes exercices, donc n'hésitez pas vraiment à vous entraîner avec un interlocuteur, parce que ça peut vous aider. Une question de Valentine. Pour votre préparation, étiez-vous abonné à CQ Hebdo? Non. Non plus. Nous, on l'avait via la prépa interne et on le lisait. Ah, bon, ben moi, je devais pas. Oui, si, on les avait. Tu les lisais? Oui, je les lisais, ouais. Ouais. Et toi, Elisa, tu les... Moi, non. Par contre, je regardais beaucoup les rendez-vous de là-dessus. Ouais. Pareil, moi, je... Pareil. Sinon, il y a protection sociale information qui est bien aussi. Bon, après, c'est un abonnement, mais je trouvais que c'était assez intéressant. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont en interne, on peut avoir l'abonnement via les organismes. Donc, ça donne beaucoup d'infos d'actualité. Les CQ Hebdo, c'est évidemment une revue de qualité, évidemment. Néanmoins, ça rentre assez dans le détail et pour le concours, c'est pas forcément ce qui vous sera demandé et vous avez plus de chances de vous perdre dans les détails que d'en extraire ce qui vraiment peut vous être utile. Donc, mon conseil personnel, ce serait lisez les titres, mais ne vous attardez pas parce que vous risquez de vous y perdre. Les rendez-vous de l'actu sont beaucoup mieux en termes de format et en termes de connaissances que vous pouvez vous approprier. Sinon, en actualité, il y a Prévissima aussi c'est gratuit et ça donne des infos très courtes qui peut être intéressant à lire. Une question de Justine. Savez-vous quand nous recevrons les convocations? Alors, l'année dernière, on les a reçues le 12 mai pour les épreuves qui commençaient le 7 juin. AMB a répondu formidable. Vous entraînez déjà. Une question de Louise. Comment se déroule l'oral du 3e concours?
Eh ben, on va te laisser peut-être rapidement y répondre, Oui. mais on y reviendra plus en détail dans un autre webinaire parce qu'on va pas trop tarder à s'arrêter. Donc peut-être Oui, une petite bien sûr. réponse et on y reviendra plus en Oui. détail. Alors, dans les grandes lignes, il y a la présentation de 10 minutes qui est vraiment bien chronométrée, où on se présente et on déroule un peu notre CV parce que c'est la base en fait de la discussion à l'oral en 10 minutes. Ensuite, il y a un échange avec le jury de questions-réponses et notamment sur la note de réalisation probante qui a été faite en amont de l'inscription. Donc, vraiment, l'échange va se faire sur cette note-là et en même temps sur notre parcours professionnel. Donc, j'ai un peu eu le sentiment que c'était un peu comme un entretien de recrutement. Donc, voilà, il faut un petit peu se mettre dans cette position-là avec les questions qui peuvent être vraiment précises du pourquoi on a choisi d'intégrer le N3S, etc. Donc, présentation, le parcours et puis un échange sur la note de réalisation probante qu'il faudra bien avoir en tête pour pouvoir échanger avec le jury sur ce qu'on a mis dans la note. Voilà. Mais encore une fois, on vous proposera de passer des oraux blancs pour les admissibles et on vous donnera tous les conseils nécessaires en temps voulu. Là, l'essentiel, c'est de vous concentrer sur les écrits. Ensuite, Jessica qui dit « Je vous ai fait une prépa à distance, mais elle ne prépare pas tous les oraux techniques. Notamment dans les travaux de gestion comptable et financière. Sur le fond, je maîtrise déjà une partie du programme, car c'est un domaine que j'ai traité. » Eh ben, du coup, si Jessica, tu maîtrises déjà une partie du programme, c'est pas indispensable de les avoir vus en prépa. Hein. Encore une fois, c'est beaucoup plus court, donc la méthodologie est moins exigeante pour les oraux. Donc, il n'y a pas de souci là, à ce niveau-là. Tu peux travailler toute seule de ton côté cet été. Mais chaque chose en son temps, d'abord les écrits et après les écrits, les oraux. Eh bien, je vois plus de questions. Est-ce que vous en avez encore? Sinon, je vais vous proposer de conclure. Un petit mot de la fin. Bah, bon courage surtout. Hein. Bon courage et surtout ne lâchez pas et ça ira, tout va bien se passer. Voilà, et prenez bien soin de vous avant d'aller aux épreuves. Prenez du temps pour vous, c'est très important. Ouais, c'est important d'être bien en forme parce que les épreuves sont longues, elles s'enchaînent sur 3 jours. Donc, c'est vraiment important de faire des choses qui vont nous faire plaisir et puis qui vont nous permettre d'être bien requinqués le jour du concours. Ne pas hésiter à faire une petite cure de vitamine C avant le concours. Et puis ben, surtout y aller en positive attitude. Faut pas se dire oh là là, je vais pas y arriver. Non, faut se dire j'ai acquis plein de connaissances pendant la prépa et dans tous les cas, en fait, je vais pouvoir les ressortir. Et si je n'arrive pas à tout ressortir, en tout cas, je vais ressortir le maximum de choses. Donc voilà, il faut rester positif et puis il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Alors oui, très important de prendre du temps pour soi avant les épreuves et de ne surtout pas s'épuiser dans les révisions. C'est vraiment une erreur à faire de dire que je veux réviser jusqu'au bout. Ça peut être vraiment fatal pour le jour des épreuves, d'arriver épuisé physiquement et mentalement. Donc prenez du temps pour vous, c'est très important. Et puis surtout, ne lâchez rien. Je vais dire, quel que soit votre âge, quel que soit votre profil, vous pouvez y arriver avec une bonne préparation. J'en suis la preuve vivante aussi. Donc, surtout, bon courage et prenez soin de vous. Tout pareil que mes collègues, tout pareil notamment que Khalida, hein, tout le monde, enfin chacun à sa place. Après, voilà, seuls les meilleurs, si je puis dire, sortiront, mais en tout cas, tout le monde est légitime à avoir le concours. Voilà, ayez confiance en vous, surtout. Lâchez rien et ça va le faire. Moi, je me répétais une phrase en prépa. Quand ça n'allait pas, c'était de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Et c'est ce que je vous souhaite, la victoire et le concours. Et bien, je vous remercie pour votre présence et votre participation active et j'espère vous revoir très vite pour l'organisation des oraux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Au revoir.